Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de TGIM. Alors, aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui est un sujet très compliqué en France. Celui du storytelling. It was a nice weekend. Yeah, but... Hey, c'est pas mal, non? C'est TGIM. Mon intuition, lorsque on a créé TGIM avec Alison, c'est que le storytelling allait être un pilier de l'éducation à la reprise d'entreprise. On peut penser traditionnellement que pour être fort en reprise d'entreprise, il faut être fort en bilan d'entreprise, savoir ce qu'est un EBITDA, la finance, le juridique, tout ça. C'est vrai, il faut. Mais l'IA a vraiment réduit les compétences là-dessus. Par contre, ce que l'IA ne peut pas faire, c'est créer du désir. Le désir, c'est quoi? C'est le fait de rassembler dans un discours clair et précis ce qui vous fait vibrer, ce qui vous anime et ce qui vous donne envie de faire quelque chose. Le storytelling n'est que le wagon de votre désir. Et c'est un wagon que vous pouvez rendre très luxueux, très rapide et extrêmement efficace. Plus votre storytelling est travaillé, et plus le nombre de gens qui vont comprendre ce que vous faites va augmenter. Or, la reprise d'entreprise est un exercice de conviction, voire de méta-conviction. Ça veut dire qu'il faut convaincre tout le monde à toutes les étapes. Pour avoir un crédit bancaire, il faut avoir des bons chiffres, mais il faut bien présenter. Pour avoir un investisseur, il faut avoir des bons chiffres, mais il faut très bien présenter. Pour avoir des employés qui acceptent votre prise et ne font pas la gueule, il faut avoir une bonne histoire. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, il y a ce proverbe que Ben Horowitz a rendu extrêmement célèbre. Your story is your strategy. Et c'est quelque chose qu'on a énormément de mal à comprendre en France, pour deux raisons. D'abord parce qu'on a la passion du jargon inutile. Le jargon peut être très utile. Entre deux experts, lorsque l'on parle, le fait de jargonner est plutôt une bonne chose. Mais lorsque on ne parle pas avec un expert, que l'on parle avec monsieur et madame tout le monde, ou un banquier ou un financier qui ne connaît pas forcément ce qu'on est en train de faire, le jargon devient toxique et inutile. Le storytelling, c'est aussi la capacité à captiver émotionnellement. Pays cartésien qu'est la France, ici, ça fonctionne en général très bien, ici, un peu plus mal. Et un peu plus mal, c'est problématique. C'est problématique parce que on ne peut pas engager les gens dans une vision, dans un mouvement, dans une réussite, dans une énergie, si on ne leur parle pas émotionnellement. L'émotion n'est pas soumise à la raison, c'est la raison qui est contrôlée par les émotions. Tous les gens rationnels qui regardent cette vidéo vont souffrir à l'entente de cette phrase, et je comprends, pendant très longtemps, moi-même, j'ai souffert de ça. Oui, j'aimerais vivre dans un monde où tout le monde est rationnel et tout le monde prend des décisions rationnelles, mais spoiler alerte, c'est pas le cas. Les gens sont pas comme ça. Et parce qu'ils sont pas comme ça, on n'a pas d'autre chance que de leur expliquer. Alors, comment on apprend le storytelling? Le storytelling, ça s'apprend par la pratique, et le pays numéro 1 dans le monde en storytelling, c'est les États-Unis, et c'est pas pour rien, parce que les États-Unis ont un exercice national de storytelling qui s'appelle le show and tell. Qu'est-ce que c'est le show and tell? Le show and tell, c'est un exercice qu'ils font à l'école où on demande à un enfant de prendre un objet, de ramener l'objet devant la classe et de raconter une petite histoire sur cet objet. Par exemple, je vais ramener ce bloc-notes du Shangri-La et je vais raconter une histoire. Par exemple, si je faisais un show and tell, je vous dirais j'ai eu une chambre au Shangri-La de Dubaï avec des points par hasard grâce à une IA qui m'a envoyé un bon email au bon moment. Et quand j'ai vu cet email, j'ai eu une émotion. Parce que la première fois où j'ai rencontré mon amoureuse, on a dormi dans cet hôtel. Et on s'est fait plein de bisous. D'ailleurs, au petit matin, elle m'avait laissé son numéro écrit sur le petit carnet du Shangri-La.
J'ai gardé ce papier précieusement. Et je me suis toujours dit que si un jour je la demandais en mariage, je lui offrirais ce papier. D'ailleurs, aujourd'hui que je reviens dans cet hôtel, j'ai pris ce carnet parce que j'ai voulu vous montrer à quel point émotionnellement on pouvait être connecté à un objet de tous les jours. Vous voyez ça? C'est du storytelling. Le storytelling, c'est prendre une histoire qui est vraie et la présenter sous le meilleur jour pour donner une connexion émotionnelle aux gens. Pas une connexion rationnelle. Je ne vous ai pas parlé de la taille de la chambre, de je ne sais pas quelle caractéristique objective. Non. Il faut parler au cœur des gens. Il faut parler aux bénéfices. Il faut parler de à quoi ça sert. Pourquoi vous êtes la bonne personne. Pourquoi votre prise est la bonne stratégie. Et être capable de raconter ça correctement, ça fait de vous un bon storyteller. Et pour être un bon storyteller, il faut donc s'exercer. Malheureusement, en France, on n'a pas de show and tell, mais vous pouvez, avec vos amis, organiser des show and tell toutes les semaines, chacun prendre un objet, et en toute bienveillance, vous donner des feedbacks sur comment mieux raconter une histoire. Donc, il y a deux facettes au storytelling. Il y a la facette pratique, de l'exercice, d'être capable d'articuler le mieux possible ce que vous avez besoin de raconter. Et puis, il y a la facette construction du message qui a le plus d'impact. Et ça, c'est une démarche quasi data-driven. Un bon storyteller se connecte avec son interlocuteur, regarde ses interactions, regarde ce qui marche, teste ce qui pitch, essaie de trouver des angles et recommence et recommence et recommence. Cet entraînement peut donc être théorique, première facette, et pratique sur un objet et un message simple. Lorsque je travaille sur un projet, j'essaye tous les jours de pitcher le projet à un chauffeur Uber, à un ami, à un collègue, à quelqu'un que je rencontre par hasard, parce que c'est pas possible de trouver le bon storytelling si on ne recommence pas et on ne recommence pas, on ne recommence pas. C'est ce que j'appelle le storytelling par vomissement. C'est qu'à force de raconter l'histoire, vous finissez par dégueuler cette histoire. Et c'est cette truc quasi physique de « je n'en peux plus de raconter une histoire » qui vous fait atteindre le bon niveau en termes de storytelling. Les éléments clés du storytelling, c'est des formes narratives extrêmement simples. La forme narrative la plus simple, c'est celle du conte que vous avez tous appris à l'école, avec la situation initiale, les éléments perturbateurs, les péripéties de résolution, le grand final, et on est tous heureux à la fin. Cette structure est une des structures de base. Il y a plein d'autres structures narratives. Si vous êtes un peu curieux et que vous allez sur Internet, vous trouverez énormément de façons de faire du storytelling et vous trouverez énormément de choses qui peuvent vous amener à avoir un meilleur storytelling. Le point hyper important, c'est qu'il faut vous nourrir. En tant que storyteller, pour trouver les bons mécanismes, pour trouver les bonnes façons, vous devez, comme un LLM qui va capter plein de data hasardeuses, vous devez remplir votre dataset de curiosité. Pour ça, vous avez plein de façons de faire. Vous pouvez trouver les meilleurs Reels, vous pouvez trouver les meilleures vidéos YouTube, vous pouvez regarder des films, vous pouvez lire des livres, vous pouvez regarder des BD. Vous devez consacrer une grande partie de votre temps à la culture et à ingurgiter des exemples. Mais vous ne devez pas le faire de façon passive, vous devez le faire de façon active. Quand vous le faites, vous devez toujours vous demander « Ah tiens, c'est intéressant, est-ce que j'aurais pu utiliser cet élément pour ma boîte? Est-ce que j'aurais pu, dans le cadre de ma reprise, raconter l'histoire de telle façon? Est-ce que vraiment, cette façon de présenter l'intrigue, ou cette façon de montrer une vidéo, ou cette façon de monter une vidéo, est-ce que ça aurait pu être utile pour moi ?» Et sauvegardez. Faites-vous une collection, utilisez, je sais pas, Notion, Evernote, whatever, mais sauvegardez ce que vous voyez pour pouvoir aller le revoir souvent et vous rééduquer par la répétition. Mais ne soyez pas simplement passif. Dès que vous voyez quelque chose, appliquez-le tout de suite et n'attendez pas le grand moment, le grand rendez-vous. Il vaut mieux faire 52 storytelling différents pendant un an pour avoir un storytelling incroyable au bout d'un an que de passer 52 semaines à préparer un seul storytelling. Parce que rien ne vous préparera jamais plus que le réel et la confrontation au réel. Et donc, c'est hyper important de se confronter à ça. J'ai quelques petites astuces que moi, j'applique tout le temps dans mes storytelling et qui sont hyper faciles. La première, c'est rendez les anecdotes personnelles. Même si elles ne sont pas personnelles,
transformez-les personnellement. C'est hyper important. Ensuite, n'hésitez pas à changer de format pour pouvoir raconter la même histoire de différentes façons possibles. Par exemple, si je veux me préparer à faire une présentation publique, je vais essayer d'écrire un blog post. Pourquoi ? Parce qu'en écrivant le blog post, je vais commencer à inscrire le storytelling dans ma chair et ça va me préparer. Plutôt que de se préparer, répéter de façon un peu artificielle en ânonnant, le transfert de médias et le transfert de domaine va avoir énormément d'impact sur vous. Ensuite, apprenez à étudier en détail votre public, mais pas par rapport à ce qu'ils disent, par rapport à ce qu'ils font. N'oubliez jamais cette règle essentielle, que la chaîne préférée des Français, c'est Arte, à plus de 70%, alors qu'il n'y a que quelques pourcents d'audimat. Pourquoi ? Parce que les gens mentent, et qu'il ne faut pas regarder ce qu'ils disent, il faut regarder ce qu'ils font. Et de ce point de vue-là, vous devez absolument être obsédé par tout ce qu'ils font. Ensuite, il faut mettre du rythme. Rythmez vos points pour faire du court, long, de la musique. Écoutez des musiques et essayez de fusionner avec votre façon de parler. Ne soyez pas long, monotone et comme ça, haché, ta-ta-ta, 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 ta-ta-ta. Non, vous avez besoin de raconter une musique que les gens ont envie d'entendre et cette musique, elle est dans votre maîtrise. Faites des surprises. Il n'y a rien de mieux que de faire une surprise pour raconter quelque chose. Par exemple, moi, quand je raconte des anecdotes historiques, j'aime bien mettre de la fiction dedans pour pouvoir mettre de la surprise. Par exemple, j'adore raconter la fable d'Achille avec sa mère pour la gloire ou le bonheur, qui est une leçon entrepreneuriale. Donc, je veux faire passer une idée aux entrepreneurs qu'on ne peut pas avoir la gloire et le bonheur en même temps. Bon. Si je dis, bon, entrepreneur, il faut choisir entre la gloire et le bonheur, parce qu'on ne peut pas avoir les deux. Ok. Un peu direct. Maintenant, disons que je vous la raconte à la Oussama. Enfin, à la historien. Achille, dans l'Iliade, a été voir sa maman, et sa maman lui a dit que s'il allait à la guerre, il serait glorieux pendant les âges, mais que s'il restait ici, il serait heureux pendant pas longtemps, mais dans très bientôt, on l'aurait oublié. Mais on se fait un peu chier. Mais par contre, moi, quand je raconte cette histoire, et que je la raconte comme un historien, à la fin, je rajoute, et que sa mère lui a dit qu'Oussama Ammar en parlerait sur YouTube. Cette surprise, cette touche d'humour, elle ancre émotionnellement l'histoire dans la tête des gens, et elle ancre l'idée que j'ai essayé de faire passer. N'oubliez pas que tout bon storyteller est avant tout un prof. Et vous allez me dire, mais quel est le rapport avec la reprise d'entreprise ? Eh bien, le rapport avec la reprise d'entreprise, c'est qu'être un repreneur, c'est être un professeur de votre stratégie et tactique à tous les acteurs de cette reprise. Et il y a des acteurs à tous les étages. Le patron, les directeurs, les employés, les banquiers, les fournisseurs, les investisseurs. C'est un groupe de gens hétérogènes et qui peuvent être rassemblés par une histoire commune. L'homme est un animal social dont le lien social entre les gens sont les histoires communes qu'ils se racontent, auxquelles ils croient. Et c'est pour ça qu'on parle d'histoire. C'est parce que c'est pas forcément fondé 100% sur les faits. Ce n'est pas possible de faire un deal 100% rationnellement. La raison ne crée pas de motivation. La raison ne crée pas d'élan, d'énergie. L'énergie se passe au niveau des émotions. Avoir des gens qui font ce que vous avez envie de faire, ce n'est pas avoir des gens qui comprennent simplement rationnellement ce que vous avez envie de faire. C'est aussi des gens qui adhèrent émotionnellement avec votre projet. Et le langage émotionnel dans le monde du business, c'est la maîtrise du storytelling. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'élargir votre zone de confort. Si vous êtes timide, parlez souvent en public. Si vous êtes confus, essayez le plus possible de mettre de la clarté et recommencer. Je ne vous encouragerai jamais assez à pratiquer votre storytelling au quotidien pour pouvoir obtenir les meilleurs résultats possibles. Alors, il y a une méthode de formation au storytelling un peu accélérée que j'aime bien pour tous les entrepreneurs qui n'ont pas des années devant eux. Si vous reprenez une boîte dans 6 mois, vous avez 3 mois pour vous former au storytelling. Et il y a une façon toute bête de le faire de façon hyper accélérée. C'est avant d'aller dormir, tous les soirs, vous mettez une petite routine d'1 heure et vous regardez culturepub.fr. Sur culturepub.fr, vous allez voir des maîtres du storytelling vous faire passer des messages en quelques minutes. À la grande époque de la pub télé,
on était à l'âge d'or du storytelling, puisque le but était d'inscrire émotionnellement une sensation sur un produit que vous ne connaissiez pas en quelques minutes d'attention, quelques secondes d'attention devant votre télé. Le fait de regarder énormément de pubs, si vous arrivez à regarder, disons qu'une pub moyenne, ça dure 1 minute, ça vous fait 60 pubs tous les soirs, 60 pubs x 30 jours, ça fait 1800 pubs. 1800 pubs, ça commence à être un bon dataset pour pouvoir profondément et en grande profondeur avoir un accès à la force du storytelling, au mécanisme du storytelling, au pattern secret du storytelling, à cette structure cachée du storytelling que les gens ne connaissent pas forcément. De ce point de vue-là, la pub est une école du storytelling qui vous permet d'acquérir un accès hyper accéléré au storytelling. Pour maîtriser le storytelling dans le cadre de la reprise d'entreprise, c'est notre objectif à TJM de vous donner toutes les méthodes, toutes les techniques. Alors pour ça, faut être membre de TJM. Et la meilleure façon de devenir membre de TJM, c'est simplement de prendre un call pour savoir si c'est fait pour vous. Notre but à TJM, c'est d'aider des gens qui sont salariés, entrepreneurs, repreneurs, déjà accomplis, à avoir le meilleur écosystème pour pouvoir réaliser une entreprise. En 3 mois, on vous forme, en 6 mois, on vous aide à acquérir, en 12 mois, on vous aide à reprendre. Et c'est le meilleur endroit pour faire ça, parce qu'on est en train de mobiliser des ressources. Le storytelling, c'est aussi une question d'adaptation de l'intelligence artificielle. Et si vous venez dans TJM, vous aurez les meilleures ressources pour faire ça. Donc, n'hésitez pas à prendre un call avec un membre de notre équipe. Ce n'est pas un call de vente. Ça vous permet de passer devant notre comité de sélection et ça vous permettra de voir si vous êtes fait ou pas pour le monde de la reprise. Vous avez compris, le storytelling, c'est important. C'est un skill essentiel pour rendre votre projet clair, créer l'adhésion, permettre le financement et monter le niveau d'ambition. Le storytelling, c'est l'outil qui permet aux entrepreneurs d'être tellement plus ambitieux parce que ça permet de faire des projets dont vous n'avez pas les moyens. Pouvoir mobiliser l'énergie des autres à travers une bonne histoire, c'est vous donner un levier. Et ce levier vous permet de porter un projet beaucoup plus lourd. Plus vous êtes fort en storytelling, plus le levier il est long et plus l'objet que vous portez sera lourd. Et de ce point de vue-là, plus vous allez pouvoir faire de l'argent, devenir riche, être heureux et pouvoir vivre une vie extraordinaire. En ça, le storytelling, qui a si mauvaise réputation en francophonie, a mauvaise réputation simplement parce qu'on nous y prépare jamais et qu'on nous raconte une histoire factuellement fausse, c'est qu'on gagne par la rationalité et la raison. Cette histoire cartésienne francophone est en train de transformer la France en un pays du tiers-monde. Ne tombez pas dans ce piège. Ce n'est pas pour rien que le storytelling a si bonne réputation en Chine, si bonne réputation aux États-Unis et si bonne réputation dans tous les pays qui produisent massivement du business. Même l'artisanat japonais est un monde storytellé extrêmement puissant, avec énormément de subtilité. Être un storyteller, ce n'est pas être un bonimenteur, c'est simplement connecter émotionnellement avec les gens sur des sujets qui peuvent être complexes. Un bon storyteller simplifie un message, un bon storyteller sublime un message, et il n'y a pas de raison que vous ne deveniez pas un bon storyteller. Steve Jobs avait dit « L'homme le plus puissant du monde est un storyteller. Je vais en devenir un, et je vous invite à tous devenir des petits Steve Jobs. »